Un mec, il était rentré en 1995 dans son boulot. Le mec, il s'est fait virer du jour au lendemain. 28-29 ans. Aucune reconnaissance. Vous savez qu'il y a des propriétaires sur Paris qui savent que c'est un noir qui s'occupe de la vente de leur appartement. Vous savez qu'ils peuvent ne pas vendre. Un client, c'est comme un enfant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'accompagner. Il y en a qui sont têtus, il y en a qui sont plus à l'écoute, il y en a qui vont apprendre un peu plus vite. Toi, t'es là pour être son papa, son professeur. Quelqu'un qui sait pas, par exemple, calculer une rentabilité. Tu vas dans ChatGPT, tu lui dis, voilà, j'achète un bien à tel prix, quelle est la rentabilité? Écoute, le premier mois, tu me fais 2 ventes. Si tu me fais pas de ventes, dehors. Le premier mois, je fais 7 ventes. Ça va, Gérald? Informe-toi. Ça va, ça va. Tu vas Bon, bien? quoi de beau? Écoute, on est là. On est arrivé là, on est à notre 5e épisode. Ouais, 5e, non. On va dire 7e épisode, mais on en a fait ça. Les deux premiers ils ont floppé, faut pas le dire. Mais on a enfin trouvé un nom pour le podcast. Ouais. Je te laisse annoncer le nom. Alors, le nom, c'est Imo Mindset Révolution. Yes. Comment on l'a trouvé, ce nom? Franchement, on s'est dit, on parle beaucoup d'immobilier. Ouais. Les deux, on vient du monde de l'immobilier. Mindset, on va dire que c'est vraiment notre état d'esprit qui nous a amené à vraiment nous connecter, tout ça. Ouais. Et la révolution, c'est ce qu'on veut apporter un petit peu, quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf dans le métier, on va dire une manière différente de fonctionner. Je sais que moi, dans le milieu de la gestion de patrimoine, j'ai voulu aussi apporter quelque chose de nouveau. Toi, dans le milieu de l'immobilier neuf, tu as voulu aussi ramener quelque chose de nouveau. Donc, on s'est dit que c'était vraiment le meilleur nom qu'on pouvait trouver. En fait, ce qui est important, en fait, c'est qu'on s'est senti dans cet ADN de nom. C'est ça. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver notre ADN au début, tu vois. On s'est dit, putain, on n'arrive pas à trouver le nom, On a pris notre etc. temps, on a bien fait. Hein. On a pris notre temps, et au final, Imo Mindset Révolution, c'est parfait. C'est parfait. Parfait. Bah, du coup, go pour au moins 100 épisodes de Imo Mindset Révolution. Non, on va pas lâcher, on va avancer, on va faire ce qu'il faut. Exactement. Tu voulais parler de quoi aujourd'hui? En fait, moi, j'ai préparé plusieurs sujets. Ouais. T'as vu, j'ai préparé plusieurs sujets concernant l'immobilier, mais d'abord, on va parler d'actualité. D'actualité, t'as partagé un post intéressant, là, sur Instagram, là, concernant les maisons individuelles. C'est quoi? En fait, on a remarqué que les gens qui avaient mis leur maison individuelle en vente en ce moment avaient énormément de mal à les vendre. Ouais. Parce que ce qui s'est passé, c'est, t'en souviens, quand il y avait le Covid, tout le monde s'est senti confiné. Enfin, on était confinés et les gens se sont sentis vraiment enfermés chez eux. Ils se sont dit, il me faut un jardin, il me faut plus de place chez moi. Et c'est là que les gens ont commencé à cogiter, à se dire, il faut absolument que je puisse acheter ma maison. Donc, dès qu'on a été déconfinés, tout le monde a appelé les agents immobiliers. Franchement, c'était la folie. Je me souviens qu'il y a une époque, il y a une cliente, elle m'appelle. Elle me dit, Gérald, j'ai appelé pour aller faire une visite pour une maison. Est-ce que vous pouvez m'accompagner pour aller regarder les détails, tout ça et tout. Et 1 heure avant, l'agent immobilier l'appelle en lui disant, la maison elle a été vendue. Quelqu'un a appelé et a envoyé une offre directe, sans négociation, sans visite. Donc c'était ça à la sortie du Covid. C'est-à-dire que les maisons, elles se vendaient comme des petits pains. Donc les propriétaires, ils ont commencé à avoir l'info. Donc ils ont commencé à faire augmenter les prix et commencer à s'enflammer sur les prix. Mais sauf que depuis ces derniers temps, on a eu la hausse des taux. Là, c'est 50, 60, 80 000 euros de pouvoir d'achat en moins pour les acheteurs. Donc forcément, ça devient beaucoup plus compliqué aujourd'hui de vendre sa maison individuelle. Voilà. Mais là, ça c'est l'ego. Hein. Parce qu'en vrai, les gens, ils ont dû acheter quoi? Ils ont dû acheter peut-être pas trop cher ou peut-être au bon prix, tu vois. C'est juste qu'ils se disent dans leur tête, non, on va pas vendre moins cher. Là, en fait, c'est ce qui arrive très souvent quand on regarde, parce que je prends aussi des mandats de vente aussi pour les clients. Et parfois, j'ai des clients, parfois je me dis, ça sert à rien de prendre le mandat. Ou sinon, je vais le prendre, on va tester le marché. Mais moi, j'aime pas faire ça parce que je sais pertinemment que la maison ou l'appartement est trop cher. Vaut mieux le mettre au bon prix, qu'il y ait un petit peu de négociation ou un peu moins de négociation, et qu'on le mette au bon prix. Mais dès qu'on commence à mettre des prix incroyables, ça devient vite fait compliqué. C'est compliqué. T'as trouvé le mot, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs qui se retrouvent sur le carreau parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs biens. Et au final, ils se disent quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Là, les taux, ils ont pas assez baissé. Ils sont toujours aussi hauts. Et en plus, avec la suppression du prêt à taux zéro, ça, c'est plus les promoteurs, mais là, ils ont mis quoi? Ils ont mis le prêt à taux zéro, du coup, je crois, dans les zones B2 et C, je crois, non? Oui. Alors, déjà, on va expliquer ce que c'est, le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, c'est un prêt, c'est né de l'État, qui est pour les logements neufs de base, mais qui l'ont mis aussi dans l'ancien, dans les zones B2 et C, en cas de rénovation. Il faut que ça fasse quoi? 25% du montant, c'est ça? C'est ça, en fait,
À partir du moment où on va réhabiliter le bien et qu'on va avoir une certaine note au niveau du bilan écologique, au niveau des diagnostics, eh ben on va avoir la possibilité de bénéficier du prêt à taux zéro. Voilà. J'essaie de faire en sorte d'avoir moins de logements énergivores sur le marché. Je sais pas si ça va marcher parce que faire des travaux, ça coûte excessivement cher. Ouais. Lorsqu'on voit en fait aujourd'hui les sociétés de travaux, tu leur demandes un devis pour changer une prise, ils t'envoient des devis incroyables. Bah, t'en as vite fait pour 60 000 euros, 70 000 euros, surtout pour une maison. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est l'État, ils ont mis le prêt à taux zéro en zone B2 et C. Donc, c'est dans les zones les plus reculées où les gens vont pas acheter trop cher, mais ils vont avoir 25% de travaux. Faut que c'est au moins, c'est cher, non? Après, il faut regarder, je pense que c'est un juste équilibre à avoir. Ouais. Moi, je vends beaucoup de biens en province, Ouais. en immeuble de rapport. Et c'est vrai que on est dans des zones où on achète vraiment pas cher. Ouais. Et comme on achète vraiment pas cher, on peut y mettre beaucoup de travaux. C'est-à-dire qu'on va arriver où parfois, par exemple, j'achète un bien 100 000 euros, je vais pouvoir faire 90 000 euros de travaux. Ça va pas choquer la banque parce que en fait, le foncier, j'achète pas cher. Mais j'ai envie de dire que normalement, ça devrait être ça le foncier. Hein. À la base, c'était ça. C'est juste qu'en fait, à force de se rapprocher des grandes villes, le foncier il est devenu complètement déconnant. On arrive à des prix au mètre carré qui sont complètement ahurissants. Hein. Quand on voit des villes comme Saint-Denis, comme Montreuil, comme Bagnolet, c'est incroyable maintenant ce qui est en train de se faire. Hein. Ce sont des villes qui sont en région parisienne, hein, de Seine-Saint-Denis, qu'on voit l'explosion des prix au mètre carré. On s'est dit que voilà, ça revient vraiment cher. Donc les gens aujourd'hui n'hésitent pas à se reculer. Hein. Ouais, bah, c'est ça. Mais après, c'est pas tout le monde parce que tu sais, on est dans une génération, on va dire la génération Z. Ils sont plus habitués à de la proximité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les agences immobilières, ils ont du mal à vendre parce qu'on va dire là, c'est la nouvelle génération qui va commencer à acheter. Donc les 30, 40 ans, tu vois. Et ils ont pas l'habitude de se retrouver tout en campagne où il y a rien, tu vois. Parce que tu sais, avec les réseaux sociaux, tu sais, on a envie d'aller dans les restos pas trop loin. On n'a plus envie de faire 1 heure de route pour aller dans un resto et tout. Sauf que tu sais, quand ils vont dans les endroits reculés, bah derrière ils font quoi, ils peuvent plus aller manger, ils peuvent plus se connecter avec les gens, tu vois. Moi je trouve ça compliqué, tu vois. Donc après en vrai bon, ils ont mis le vrai prêt à taux zéro en B2C, mais est-ce que tu vois une augmentation des ventes en B2C? Franchement, comme je t'ai dit, dans ces zones-là, je vois une augmentation pour les investisseurs. Ouais. C'est les investisseurs qui se disent oui, c'est une opportunité parce que je vais pouvoir acheter plusieurs biens beaucoup moins cher que si c'était dans les grandes villes. Se dire que par exemple acheter 4 biens d'un coup, si c'était à Paris ou la petite couronne parisienne ou dans une grande ville, Paris, Lyon, Marseille, ça va coûter excessivement cher. Mais lorsqu'on va aller justement vers ces zones-là, on va trouver des anciennes bâtisses, parfois vraiment des ruines qu'on va pouvoir réhabiliter. Il y a même certaines villes même qui vendent des terrains ou des maisons à 1 euro symbolique. Ouais, juste pour venir repeupler je m'en souviens, la ville, pour créer un peu de dynamisme. Parce que franchement, en fait, c'est ce qui fait la valeur du foncier. Bah, forcément, c'est comme tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'à côté, il y a différentes commodités? Maintenant, c'est un sacrifice à faire. La dernière fois, j'ai fait visiter à des clients une maison. Il y avait au moins 2500 mètres carrés de terrain. En plus, il y avait la possibilité de découper une partie pour revendre le terrain et reconstruire une deuxième maison. Mais c'était dans un village dans lequel, en fait, il y avait rien. Si tu veux lâcher ta baguette, bah, il fallait prendre ton véhicule et aller au village d'à côté. Donc, tout le monde n'est pas prêt à faire ces efforts-là. Ça dépend si t'es en full remote, en télétravail, si t'es travailleur indépendant et que ça te dérange pas de faire 5 kilomètres pour acheter une baguette. Moi, franchement, t'as vu, j'ai fait une petite étude avec mes commerciaux par rapport à ça. On a fait un petit sondage avec, tu sais, les clients qui répondaient à nos annonces. On a fait tout ça et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que 60% des clients, ils veulent s'éloigner, mais ils veulent la gare à 10 minutes à pied, ils veulent au moins les écoles à 5 minutes à pied, etc. Mais je dis, mais écoutez, monsieur, vous voulez une maison? Oui. Ok. Donc vous êtes prêt à faire quoi comme sacrifice? Et là, c'est blanc. Mais en fait, moi, ça m'a toujours fait rire. Les gens, ils viennent me voir, que ce soit même pour les appartements. Oui, je veux être proche de la gare. Ah, mais c'est quoi votre budget, madame? Oui, mais il faut pas dépasser ce budget. Déjà, être proche de la gare, ça veut dire qu'on est au centre-ville. On sait pertinemment que lorsqu'on est dans le centre-ville, forcément,
on va devoir payer beaucoup plus cher que si on était dans des zones un petit peu plus reculées. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse faire comprendre aux clients que lorsque tu es au centre-ville, forcément, tu dois devoir payer un peu plus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des endroits où tu vas pouvoir avoir un bel appartement, une belle maison, où tu vas devoir descendre à l'arrêt de bus pour aller prendre un bus pour aller à la gare. C'est plutôt pas mal aussi. Bah oui. On essaye en général, quand j'ai des clients, j'essaie de les réorienter vers voilà des zones où il y a peut-être pas la gare à côté, mais il y a un arrêt de bus, il y a un arrêt de tram, il y a quelque chose qui va pouvoir te connecter très rapidement avec une gare. Ouais, parce qu'en fait, le problème pour eux, c'est qu'ils se disent, ok, je vais prendre le bus pour aller jusqu'à la gare, mais après, je vais devoir encore prendre 1 heure de train pour aller au boulot, tu vois. Moi, c'est souvent ça, les petites objections. Tu vois, moi, je leur dis, écoutez, moi, vous voulez une maison, va falloir faire des sacrifices. Vous êtes arrivé 15, 20 ans en arrière. Avant, vous pouvez avoir des maisons pas très chères, pas très loin de la gare, mais maintenant, aujourd'hui, vous pouvez pas, c'est trop urbanisé. Ou sinon, faut s'éloigner à des kilomètres. C'est ça. Donc, sinon, vous allez devoir prendre un TER, moi, je leur dis. Mais c'est vrai, moi, j'ai des clients, au final, ils ont acheté dans 60 et voilà, ils prennent le TER pour aller au boulot et ils mettent quoi, 40 minutes. Je sais qu'il y a des personnes qui habitent, par exemple, à Meaux ou dans d'autres villes comme ça, qui sont un petit peu plus loin de Paris, mais qui prennent moins de temps Ouais. que nous qui sommes en banlieue, proches, pour aller à Paris, parce qu'en fait, il n'y a pas de bouchons, c'est des trains qui sont directs. Par contre, c'est juste que lorsqu'il y a les grèves, c'est un petit peu galère. Mais en tout cas, en plus, voilà, on disait justement que nous, on aime bien parler de mindset ici. Moi, il y a une question que je me pose assez souvent, justement, par rapport à ces clients-là. Pourquoi? Moi, j'entends souvent les clients qui disent, bon, peut-être que je vais me faire reprendre par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes qui seront pas contents avec ce que je vais dire. Mais beaucoup de gens me disent, oui, j'ai envie d'avoir un appartement, une maison qui est proche de la gare parce que par rapport à mon boulot. Ouais, mais tu peux aussi changer de boulot. Ouais. Tu peux aussi changer d'activité. Tu peux aussi te mettre en indépendant. Tu peux aussi chercher un boulot à côté de chez toi. T'es pas obligé à chaque fois de tout faire par rapport à ton boulot. Que tu puisses réfléchir, par exemple, aux écoles des enfants, ça peut se comprendre. Mais normalement, ton boulot, c'est pas un boulot à vie. On n'est pas marié avec son boulot. On peut changer de boulot. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, on vit dans un système où on a peur de changer de travail, en fait. On a peur d'être en insécurité. Bah, après, moi, ce que je conseille aux clients souvent, c'est que quand vous achetez un bien, ne l'achetez pas en fonction de votre lieu de travail, parce qu'en fait, votre lieu de travail, vous pouvez vous faire virer du jour au lendemain. À tout moment. Et du coup, derrière, bah, les clients, ils me disent, oui, mais non, mais moi, mon travail, ça fait 10 ans. Et je dis, mais il peut vous virer du jour au lendemain. Il peut avoir un licenciement économique du jour au lendemain. Je dis, écoute, gars, t'as vu? Va chercher peut-être dans le centre de Paris. Tu dis, voilà, ok, je vais pas être à 1 heure de Paris. Ok, là, c'est logique. Là, tu me parles en logique. Mais tu me parles par rapport à ton travail. Le mec, il peut dire, vas-y, tu fais pas le job. Moi, j'ai un mec, il était rentré quoi? En 1995 dans son boulot. 1995. Le mec, il s'est fait virer du jour au lendemain. Parce Incroyable. que, voilà. Et ça faisait quoi? 28 ans qu'il était dans ça. 28, 29 ans. Aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance. Et je dis, regarde, là, il y a ce client-là. Toi, tu me dis, non, mais je vais être à 45 minutes porte à porte de mon boulot. Ok, est-ce que tu vas y rester 30 ans? Ça fait combien de temps que tu es? Ah, bah, ça fait 1 an, 2 ans, etc. Je dis, mais, alors, pourquoi tu veux acheter par rapport à ton boulot? Je comprends pas. Tu sais, des fois, les clients, ils ont des trucs qui sont pas logiques, mais après, derrière, c'est notre boulot de les recentrer et de les accompagner là-dessus. Moi, souvent, je dis, mais arrête d'acheter par rapport à ton boulot. Mais C'est ça. Ils veulent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a parfois des arguments qui n'ont pas lieu d'être. Des fois, on raconte, j'ai entendu toutes sortes d'arguments. Parfois, il y avait, je sais pas quoi, une usine qui était à quelques mètres, mais après, il fallait regarder ce que l'usine a fait. Parfois, je sais pas, c'est des usines, par exemple, qui vont faire des jouets, des choses comme ça. Dès qu'on voit qu'il y a une cheminée, mais en fait, parfois, les cheminées, ça envoie pas, ça envoie de la vapeur. Parfois, ils pensent que c'est, je sais pas si tu vois la cheminée, là, qui avait à Alfortville pendant très longtemps. Ouais. Les gens, ils pensaient que c'était quelque chose qui polluait, mais en fait, c'est de la vapeur. Donc, les gens, ils ont peur. Ils ont peur à chaque fois de ce qu'il y a à côté, tout ça et tout. Et comme tu disais tout à l'heure, notre rôle aussi, c'est de pouvoir recadrer le client. On se rend compte que, si on écoutait le client, par rapport à ce qu'il veut, en général, hein, franchement, sans abuser, en général, dans leur tête, les clients, ils sont dans des budgets qui sont entre 50 et 100 000 euros plus chers dans leur tête. C'est-à-dire ce qu'ils veulent, en fait, ils devraient ajouter entre 50 et 100 000 euros dans leur capacité d'emprunt.
En général, quand je rencontre les clients, C'est souvent ça. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Franchement, moi, c'est 90% de mes clients. Je te le dis, c'est 90% de mes clients. Mais les clients qui viennent me voir, à chaque fois, ils ont des rêves sur la ils ont des rêves sur les comètes et à chaque fois, nous, on brise leurs rêves. Mais je dis pas on brise leurs rêves, mais c'est juste qu'on se met à la réalité du marché. Et après, on essaie de les accompagner au mieux pour leur trouver le meilleur bien. Mais derrière, c'est vrai que, tu sais, souvent maintenant, tu vois, maintenant, 4 chambres aujourd'hui en Île-de-France. 4 chambres. T'as vu comment ça coûte cher? Ça coûte cher. Ça coûte cher de ouf, hein. Franchement, je m'attendais pas que le marché aussi aujourd'hui, t'as 3 chambres, t'es un privilégié. Avant 4 chambres, tu pouvais trouver assez facilement. Maintenant, trouver 4 chambres. T'as pas cette complication-là? Enfin, pour les gens qui veulent acheter de la RP, hein. Franchement, tu sais ce que je suis en train de faire en ce moment? En ce moment, j'achète des grands 3 chambres que je transforme en 4 chambres. Pour te dire, tellement les 4 chambres, certains 4 chambres, ils vont coûter très cher. Oui, très franchement, on a une augmentation des prix de l'immobilier, surtout dans le neuf. Ça explose complètement. Après, ça peut se comprendre parce que avec l'augmentation du prix de l'essence, donc forcément, les transporteurs, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, les constructeurs, ils sont obligés de répercuter ça sur le prix, les promoteurs aussi. Donc, ça devient vraiment des prix déconnants. Heureusement qu'il y a le prêt à taux zéro, parce que ça vient sauver, parce que les taux qui augmentent, franchement, encore une fois, je le dis aux gens qui nous écoutent, c'est le meilleur moment d'utiliser le prêt à taux zéro. Parce que là, avec les taux qu'on a, le prêt à taux zéro, c'est vraiment indispensable. Donc, intéressant de vous rapprocher, en tout cas, de votre banquier ou votre gestionnaire de patrimoine pour pouvoir investir très rapidement. Parce que il faut pas attendre. Il faut pas attendre. En plus, comme je disais ce matin à une cliente, aujourd'hui, on achète. On va bloquer un taux. Maintenant, si le taux, il est bon, aujourd'hui, c'est top. Quand je serai livré, je vais le garder. Mais si il y a un meilleur taux à la date de livraison, dès que je suis livré et que j'ai mes clés, je pourrais faire racheter le crédit, le taux. Donc voilà, et parfois les gens ils réfléchissent pas à ça. Ouais, mais ils réfléchissent pas à tout. Ils réfléchissent pas à tout. Si tu veux, un client, en vrai, on va dire, c'est comme un enfant. C'est-à-dire, faut vraiment l'accompagner. Il y en a qui sont têtus, il y en a qui sont plus à l'écoute, il y en a qui vont apprendre un peu plus vite. Et si tu veux, toi, t'es là pour être son papa, son père, son professeur de l'école de la vie, de l'immobilier, tu vois. Et moi, je pars du principe où t'arrives, t'as un client, c'est vrai que tu peux pas tout savoir. Moi, par exemple, j'aurais été un client, j'aurais voulu une maison avec un grand jardin, avec 5 chambres, 150 mètres carrés, etc. Et je t'aurais dit, ouais, bon, je la veux pour 300 000 euros. Bon, 300 000 euros, tu sais très bien que c'est impossible dans l'Île-de-France, mais ça, c'est le rêve des gens, tu vois. Après, je le veux même à 10 minutes de la gare, tu vois. Je le veux même à 10 minutes de la gare. Et nous, en fait, comme je dis, le client, comme je te dis, comme c'est un bébé, faut pouvoir le recentrer. Faut pouvoir vraiment le recentrer, mais quand je dis vraiment, c'est-à-dire vraiment l'accompagner et lui expliquer que le marché c'est comme ça, et que derrière, s'il fait pas ça, en fait, il aura rien. Mais il faut pas lui dire d'une façon où le mec, tu le prends par la gorge, tu vois. Mais faut, tu sais, comme un enfant, tu sais, faut lui apprendre doucement, tu vois. Moi, j'avais un commercial, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, putain, je te trouve lent dans tes explications. J'ai dit, comment ça, tu me trouves lent? Il me dit, ouais, mais tu sais, comment tu vends, etc. Tu vends trop doucement, tu prends, ouais, tu le prends pas par la gorge. Je dis, gars, ça fait 8 ans que je fais ça, t'inquiète pas. Laisse-moi faire. T'inquiète pas, laisse-moi faire. Je sais pourquoi je le fais. Je dis, tu vas comprendre au fur et à mesure. Parce que quand les gens, tu les prends par la gorge, surtout que c'est un projet de vie, tu vois, c'est comme si tu vas leur vendre un produit d'assurance ou un produit qui va peut-être ou tu vois un truc volatile qui va coûter 20 euros, 30 euros, qui va durer 1 an. Là, c'est des gens, ils vont investir 300 000, 400 000. Tu mets pas 300 000, 400 000 comme ça sur la table, sans bien comprendre la chose et sans bien comprendre ce que tu vas acheter. Donc moi, c'est souvent, je prends du temps. Des fois, je prends des 2 heures, 3 heures de rendez-vous. Je fais des découvertes de 1h30, mais c'est pour vraiment savoir leurs besoins. Parce que souvent, les gens, ils ont des rêves et ils ont des besoins. Aujourd'hui, on achète en fonction de ses besoins, tu vois. Et pour moi, les besoins, c'est ce qui est le plus important, surtout en Île-de-France. Après, surtout quand t'as pas énormément les moyens, parce que maintenant l'Île-de-France c'est super cher. Mais pour moi, le plus important, c'est les besoins. Si tu me dis tous tes besoins, je te connais par cœur. C'est pour ça que je reste. Je peux te faire 1h30, tu me racontes toute ta vie. Mais derrière, je sais exactement ce que tu vas avoir besoin. Après, souvent, des fois, les gens, ils comprennent pas leurs besoins. Mais derrière, moi, je fais en sorte qu'ils les comprennent et de les suivre. C'est pour ça que derrière, sur les mois d'avant, on a fait pas mal de ventes parce qu'on a bien compris les clients, tu vois. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des clients
qui pensait tout savoir, ou avec une posture, on n'avait rien à m'apprendre, je sais déjà où je dois investir, je sais ce que je dois faire. Vous êtes déjà tombé sur des clients comme ça? Ça avec mes commerciaux, on les appelle les mauvais profils. Ah, carrément, toi directement dans la case. Ouais, je les a catégorisés, genre. on a les très bons profils, les bons profils, les profils moyens qu'il faut travailler, et les mauvais profils. Ou des fois, il y a des très bons profils au premier abord qui peuvent être des mauvais profils. Et on va dire des gens têtus, mais bon, après ça, moi j'aime bien ces clients-là, moi. Hein? Moi j'aime bien ces clients-là. Ouais. Les mauvais profils. Ouais, ce que toi tu appelles les mauvais profils. Moi j'aime bien ces clients-là parce non, mais après on les fait quand même. Mais après tu sais, nous il y a des fois des mauvais profils qui sont tombés en très bons profils. On les catégorise comme ça, c'est marrant, mais ça c'est une petite technique dans l'agence, ça fait un peu rire, tu vois, genre ouais, quand on prend. Ouais, de toute façon, on essaie toujours de donner des noms. De toute façon, ça a toujours été ça. Même moi, quand je travaillais en équipe, on donnait toujours des noms à certains types de clients. Ouais. Mais c'est vrai que moi, le client profil docteur, profil ingénieur, parfois, c'est vrai qu'ils ont du mal avec de l'ego à avoir quelqu'un qui leur apprend comment optimiser leur fiscalité, parce que non, Monsieur Lapointe, vous me parlez d'un produit, je n'ai jamais entendu. Comment ça se fait, voilà. Comment ça se fait que celle qui revient le plus souvent. Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ce produit? Oh là là. Parce que vous pouvez pas tout savoir. C'est-à-dire que moi, je suis dans le métier. Chaque année, il y a une mise à jour, on va dire, des textes de loi. Moi, je mets le nez dedans, je regarde tous les nouveaux textes de loi qui permettent d'optimiser la fiscalité. On a des compagnies avec qui on travaille qui nous envoient à chaque fois les nouveaux produits qui permettent de défiscaliser. Donc forcément, on peut pas tout savoir. Et puis de toute façon, c'est pas une faiblesse de votre part le fait de ne pas tout savoir sur la fiscalité. Vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, voilà, vous le faites très bien. Moi, je suis dans mon métier et je le fais très bien aussi. Et si un jour j'ai besoin d'avoir des conseils sur l'ingénierie, j'essaierai qui venir voir. Comme on dit, chacun son métier. Chacun son métier. En plus, on en a parlé la dernière fois, là, de chacun son métier, là. C'était à quel sujet? Tu sais, quand tu me disais, ouais, non, vas-y, je vais faire les shorts moi-même. Non, vas-y, je vais faire ça. Non, vas-y, je vais faire ci. Non, vas-y, je vais faire ça moi-même. Et en fait, c'est pas notre métier. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Mais je l'ai répété encore hier à un petit cousin à moi. Ouais. Je disais qu'en fait, il faut réellement qu'on apprenne à rester dans notre zone de génie. Parfois, on perd trop de temps à vouloir tout faire en même temps. Mais à vouloir tout faire, forcément, on va tout faire mal. On sait qu'on a, on va dire, une certaine facilité à aller vers le client, à servir le client, à parler d'immobilier, à les accompagner en banque, à les accompagner pour aller faire des visites. Ça, on le fait très bien. Pourquoi? En fait, on se focus pas sur ça. On a aussi la possibilité aussi de gérer de l'humain, donc développer notre leadership. Donc, ça nous fait déjà beaucoup de travail à faire. Donc, si en plus on s'amuse à découper des shorts, et je dis ça, de toute façon j'étais le premier à le faire, et moi je restais des nuits jusqu'à 3 heures du matin en train de faire des shorts pour pouvoir les poster sur Instagram, alors que le lendemain j'avais une signature chez le notaire, je devais me réveiller à 8 heures, j'enchaînais avec des rendez-vous, tout ça et tout. C'est hyper compliqué. Donc on a décidé en tout cas de pouvoir déléguer toutes ces choses-là. Donc on recherche d'ailleurs des monteurs. Si vous êtes monteur, si vous êtes setter, closer, on recherche toutes ces choses-là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous envoyer vos CV. D'ailleurs, en parlant de CV, toi, quand tu fais un recrutement, est-ce que tu regardes le CV? Comment tu fais ton recrutement? Franchement, le CV, c'est vraiment pour la forme. Moi, c'est pas vraiment ce qui va on va dire, définir ma décision finale. Moi, j'ai vraiment envie d'échanger avec la personne, savoir quel est son projet, quelles sont ses ambitions, savoir combien tu veux gagner. Moi, j'aime bien poser la question combien tu veux gagner et pourquoi tu veux le faire. Savoir son pourquoi. Et c'est vraiment ça qui va me mettre la puce à l'oreille pour savoir est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire partie de mon équipe. Après, moi, j'ai un certain nombre, on va dire, de règles que l'on doit suivre pour pouvoir faire partie de mon équipe. Surtout, voilà, savoir travailler avec d'autres personnes, être justement dans le partage, être aussi quelqu'un qui aime bien les défis. À partir du moment où voilà, j'ai cette discussion-là et je vois qu'il y a un bon feeling, parce qu'on peut aussi recevoir un bon feeling. Est-ce que c'est quelqu'un qui est enseignable? Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Il faut que la personne, en tout cas le commercial qui bosse avec toi, il puisse être enseignable.
ça fait 10-15 ans qu'on est dans le métier, on n'est pas en train de s'envoyer des fleurs, hein, mais on a une certaine, on va dire, expérience dans le métier. Donc, si je t'explique que tu dois aborder le client plutôt comme ça, bien sûr avec ton style, il faut quand même que tu puisses m'écouter, parce que si tu fais complètement autre chose, ça risque d'être compliqué. Donc, moi, je vais plutôt être dans le feeling, parce que ces histoires de CV, ça nous a trop fait mal, ça, à l'époque. Bon, même si moi, j'avais fait des études supérieures, mais j'ai vu trop de personnes qui se sont fait discriminer sur le CV. D'ailleurs, même les personnes qui avaient fait des études supérieures, en vrai, parce que je me souviens, dans le premier cabinet de gestion de patrimoine dans lequel j'ai travaillé, on m'appelait Obama, entre guillemets. Donc, je sais pas si je devais bien le prendre, mais j'ai assisté à un moment donné où ils sélectionnaient des CV. Et à ce moment-là, tous les noms à consonance, on va dire maghrébine ou africaine, d'Afrique noire, c'était compliqué. Ils déchiraient les CV devant moi. En plus, ils avaient et je te jure, aucun scrupule. Tu me rappelles des mauvais souvenirs. Aucun scrupule. Tu me rappelles des putains de mauvais souvenirs. Oh là là. Ça sert à rien si on a déchiré tes CV, tu t'en fous. Hein? Tu peux pas savoir si on a déchiré ton CV. Si, je peux le savoir parce que je me rappelle quand j'étais en première ou en terminale. J'étais en première année de BTS électrotech. Et ce qui s'est passé, c'est que t'as vu, moi, je fais les trucs. Pour une fois, je fais les trucs en avance, tu vois. Et je vais déposer mes CV à droite, à gauche, etc. Je vais déposer au moins 100 CV. Et j'y dépose peut-être 2 semaines ou 3 semaines avant mes collègues. Je dépose mon CV, etc. Maintenant, mon collègue, il me dit, ouais, putain, j'ai un entretien pour le stage pour telle entreprise. Je dis, ah bon, pourtant, moi, j'ai déposé mon CV il y a 3 semaines et ils m'ont pas appelé. Et ils m'ont jamais appelé. Je dis, comment ça? C'est pas possible. Genre, moi, j'ai déjà déposé mon CV. Toi, tu l'as déposé, genre, 3 semaines après, mais c'est toi qui appelles en premier pour un CV. Je dis, c'est bizarre quand même, tu vois. Parce que son CV, il est monté en haut de la pile, tu vois, il l'a déposé après. Ils ont pris le temps de l'appeler lui, mais moi, ils m'ont pas appelé. Pas d'entretien, rien. Je dis, ah ouais, c'est comme ça. C'est vrai que, bon, après, ton nom, toi, c'est Lombi. Lombi Ngoma. Ah, Ngoma, ouais. T'es mort, t'es je suis mort. T'es condamné, toi. Ouais, toi encore, moi, j'ai de la chance, tu vois. Moi, je m'appelle Lapointe, tu vois. Donc, Lapointe. Tu mets pas de truc, Gérald. Tu mets pas de photo, Gérald Lapointe, tu vois, il y a un doute. Après, j'arrive. Ouais. Les mecs, ils me voient, ils sont surpris, mais ils se disent, ah, perdu pour perdu, autant faire l'entretien, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est grave, ça. Moi, c'est grave. En plus, d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Par rapport la première entreprise sur laquelle j'ai postulé pour pouvoir faire de l'immobilier. Ouais. Alors, de mémoire, je crois que c'était un Laforêt. Ouais. Laforêt, c'était à Paris. Donc, je voulais faire de l'alternance chez eux. Et donc, je passe un entretien qui se passe hyper bien. Mais je vois, le mec, il me fixe comme ça. Il me fixe, je suis en train de parler, il me fixe. Bon, j'ai dit, ouais, est-ce qu'il y a un problème, monsieur? Ah non. Il y a quelque chose qui me frappe en vous, je sais pas, dites-moi. Je sais pas, vous êtes sûr de vous, quoi. Ah ouais. Le mec, il me reprochait d'être trop sûr de moi. Parce que toutes les personnes, en tout cas d'origine étrangère, qui étaient passées avant moi, en fait, ils avaient une espèce de peur et lui, il ressentait ça. Tu vois? Moi, il voit que j'arrive, j'ai pas peur, j'arrive directement et je dis, écoutez, voilà, moi, je connais mes compétences, et voilà, je sais ce que je peux vous apporter. Et à l'époque, tu sais ce que le mec, il me sort, il me dit, ah, quel dommage, je vais pas pouvoir vous prendre. Je dis, mais pourquoi? C'est pas de notre faute, hein, c'est pas de votre faute, hein, monsieur Lapointe, hein. En fait, vous savez, sur Paris, vous savez qu'il y a des propriétaires sur Paris. Moi, ça m'est déjà arrivé, qui ont dit que si c'est un noir qui vend mon appartement, toi, tu vas t'apporter les je ne travaille pas. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, je ne fais que répéter ce qu'un agent immobilier de Laforêt m'a dit. Hein. De Laforêt, ouais, je balance les noms. C'est un Laforêt, c'est dans les années, au début des années 2000. Vous savez que si les propriétaires, savent que c'est un noir qui s'occupe de la vente de leur appartement, vous savez qu'ils peuvent ne pas vendre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? À l'époque, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte? En fait, c'était des salades. C'était vraiment des salades. Et c'est vrai que on n'est pas là pour se victimiser parce que nous, on est là, on travaille, on fait notre business, mais ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Moi, c'était des anecdotes qu'on parlait en
entre amis, parce qu'on a des amis qui viennent de tous bords, à des Français de pure souche, à des Rebeux, des Indiens, des Antillais. Donc, on en a toujours rigolé de ça. On n'a pas souffert. Je sais qu'il y a réellement des personnes qui ont pu souffrir de discrimination. Mais moi, je trouve ça super intéressant, en fait, d'aller dans un domaine où on ne nous y attend pas forcément. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un message pour les gens qui nous écoutent. S'il y a un domaine dans lequel on t'a dit, de par tes origines, tu ne peux pas y aller, eh ben vas-y. Vas-y, fonce. Bah moi c'était pareil parce que je veux te raconter une petite anecdote là-dessus. En vrai moi quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai commencé par hasard. Comme je te dis, je passe d'un BTC électrotechnique à vendeur d'immobilier neuf. Incroyable. Et pareil, j'ai menti au début. Mais enfin, le mec il a vu que j'avais la dalle. Il a vu que j'avais la dalle et en fait c'est pas il m'a testé, tu vois. Il m'a laissé ma chance, il m'a testé. Pendant un mois, il m'a dit voilà, t'as vu, tu m'as dit que t'as faim. Écoute, le premier mois, tu me fais 2 ventes. Si tu me fais pas de vente, dehors. Je dis ah ouais, c'est comme ça. Il a été clair. Il a été clair. Mais moi, par contre, pendant l'entretien, je lui montrais que j'avais faim. Après, il me dit écoute, ça se voit que t'as pas d'expérience dedans. Après, j'ai dit bon, vas-y, pour de vrai, j'ai pas d'expérience, mais j'ai vraiment envie de bosser. Je vais travailler 7 jours sur 7, vraiment et tout. Il me dit on te laisse 1 mois. 1 mois. Et en plus, le gars qui m'a recruté, il se fait virer. Donc, je me retrouve tout seul. Magnifique. Je me retrouve tout seul. Donc, du coup, 1 mois. Le premier mois, je fais même pas 2 ventes. Je fais 7 ventes. Waouh. Mais attention. Alors, attention. Il y en a qui cassent un peu. Non, j'avais aucune notion de l'immobilier. Quand je dis aucune notion, ça veut dire que j'ai signé des gens à Pôle emploi, j'ai signé des gens. Attends, c'était des ventes, on est d'accord que lorsque tu étais chez le constructeur, hein. Ouais. C'est des maisons que tu vendais en construction. Voilà, c'est des maisons que je vendais en construction. Donc j'ai vendu un mec Pôle emploi. J'ai vendu une maison, elle était trop grande pour le terrain. Mais tu sais dans la masse là. Mais dans l'idée, il y avait de l'idée quoi. Il y avait de l'idée, mais la bonne énergie. Mais dans le truc, tu vois, il y a 2 ventes qu'on a pu rattraper, tu vois. Mais parce que après j'avais pas de formation, j'y connaissais rien, etc. Donc les gens ils ont vu que j'avais la niaque et du coup on m'a laissé ma chance. Et moi mon processus de recrutement un petit peu, c'est pas de recruter par rapport au CV, je recrute jamais au CV. Donc déjà première chose c'est l'essentiel et c'est pas la première chose essentielle par rapport à moi, c'est la niaque de la personne, c'est savoir si elle est prête à donner corps et âme pour gagner de l'argent. La deuxième chose, c'est je leur fais passer un petit test d'entrée. Donc pour savoir un petit peu les compétences et voir un petit peu comment ils vont fonctionner, tu vois. Je fais beaucoup de jeux de rôle. Là, tu parles du recrutement de tes commerciaux. Ouais, c'est ça. Les personnes qui nous écoutent. Ouais, c'est ça. Et qui nous regardent puissent bien comprendre. Voilà, c'est ça. Je fais beaucoup de jeux de rôle. Donc, j'essaie de les mettre en situation réelle. Juste pour voir, hein, je leur demande pas d'avoir des connaissances, mais juste pour voir comment ils vont réagir. Et après, une fois que j'ai tous ces éléments-là, c'est bon. T'es recruté. Mais derrière, faut que t'aies la niaque. Faut que tu puisses répondre aux jeux de rôle et faut que tu sois intéressé par les clients. Parce que souvent, des fois, tu vas avoir des commerciaux qui sont bons dans tous les tests, mais s'ils sont pas intéressés par les clients, le problème, c'est qu'ils vont pas pouvoir vendre parce qu'ils vont pas connaître leurs clients. Donc, pour moi, c'est super important la découverte. La découverte du client, l'écoute. C'est ce que je dis souvent à mes commerciaux lorsque je vais les former. C'est si on a 2 oreilles et une bouche, c'est qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et le fait d'écouter le client, tu vas savoir justement qu'est-ce qu'il a au fond de son cœur. Et lorsque tu prends le temps justement d'écouter ton client, tu vas pouvoir encore mieux répondre à ses désirs. Et sachant que en général le client il a beaucoup de désirs. Mais en tout cas, tu sais que tu vas pouvoir répondre à une partie de ses désirs. Parce que parfois les clients, lorsqu'ils voient des commerciaux en face d'eux, ils disent ah lui là, juste il veut me faire. Lui il m'a vu, il voit que des zéros. Et même si parfois c'est vrai, mais il faut vraiment qu'on puisse aussi accompagner sincèrement les clients. Et le client, de toute façon, il le voit si c'est sincère ou pas. Le client, il va pouvoir voir si t'es un requin ou pas. Il y a même des clients, ils voient que t'es un requin, mais vu qu'ils aiment bien le bien, ils vont y aller. Tu vois ce que je veux dire? Mais si on peut ne pas être un requin et s'intéresser sincèrement aux clients, franchement, dans le long terme, ça va être extraordinaire. Et moi, je le vois aujourd'hui. Là, en ce moment, on est en pleine période de déclaration d'impôts. Et je fais plus d'une 50aine de déclarations. Et ce matin, je parlais encore avec une cliente que j'ai signée en 2015-2016. Et je l'accompagne, elle a fait plusieurs opérations de défiscalisation avec moi.
Et franchement, c'est hyper fluide. C'est hyper fluide. Chaque année, elle me recommande à d'autres personnes parce que tu prends le temps de les écouter, parce que tu prends le temps de répondre à leurs besoins. En plus, tu vas avoir de la recommandation. En plus, tu vas avoir aussi des petites attentions parce que parfois, j'ai des clients qui m'offrent des places, qui m'offrent des bouquins, qui m'offrent des choses. Et franchement, c'est super intéressant d'arriver à développer cette relation avec ses clients. Mais d'ailleurs, c'est quoi ton plus dans parce que je connais pas un petit peu la déclaration d'impôt. Je déclare mes impôts, mais toi, tu vas vraiment dans le fond du truc. Qu'est-ce que tu leur apportes aux clients? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que la déclaration d'impôt, c'est un casse-tête. Déjà, lorsque tu as des biens immobiliers, surtout lorsque tu as une partie qui est en meublé, une partie qui est en revenu foncier classique, en location nue, les clients ils ne savent pas comment ils doivent déclarer tout ça. Et il y a un CERFA donc qui s'appelle la 2044. Et le CERFA 2044, en fait, il te permet de déclarer tes revenus fonciers. Lorsque tu remontes dedans, tu vois plein de lignes. Revenus bruts, charges, tout ça, intérêt d'emprunt, tout ça. Et les gens, en fait, ils savent pas comment remplir ce truc-là. Ils savent même pas comment aller le générer, aller le cocher lorsque tu le fais sur Internet. Donc, en fait, les clients, ils ont pas envie de se prendre la tête. C'est comme on le disait tout à l'heure, hein. Chacun a son métier. Le client, il va pas envie de se prendre la tête, de chercher tous les documents, d'aller reporter tout dans les cases. C'est un casse-tête. En plus, parfois, il y a des bugs. Il faut essayer de comprendre aussi les bugs. Et en plus, il y a des produits de défiscalisation assez complexes que l'on met en place pour les clients. Par exemple, les investissements en outre-mer qui demandent d'aller dans des cases, puis dans des feuilles de calcul. Et si tu n'as pas les connaissances, tu ne pourras pas le faire. C'est pour ça que parfois, il y a plein de clients qui reviennent me voir a posteriori d'avoir fait leur déclaration et je suis obligé de réparer leurs conneries. Parce que ils se trouvent avec des déclarations qui sont complètement déconnantes. Donc ouais, c'est vraiment les détails qui sont très clés. J'avais une question, jusqu'à combien de temps tu peux rectifier ta déclaration d'impôt? Ta déclaration d'impôt, en fait, tu peux tout le temps la rectifier, en vrai. Sauf que après la date limite où tu vas la rectifier, tu vas avoir une pénalité de 10%. Mais ce sont des choses qui peuvent toujours se négocier, tu vois, parce qu'ils vont juger plus ou moins de la bonne foi que tu as eue. S'ils voient qu'en effet c'était de bonne foi, on peut ne pas t'appliquer les 10% de pénalité. Mais à partir du moment où tu as fait ta déclaration d'impôt, avant qu'elle puisse sortir au mois de septembre, tu vas pouvoir la modifier. Si tu le fais après, ça va être encore plus long. J'ai envie de dire que je peux tout le temps la modifier, sauf que si tu dépasses trop le délai, tu vas devoir payer des frais. Il faut savoir que il y a des dates butoirs à chaque fois pour la déclaration d'impôt, mais si on regarde bien chaque année, depuis plus de 10 ans, il laisse toujours 3-4 jours de battement. Voilà, maintenant faut pas trop abuser. Faut toujours essayer de bénéficier de déposer sa déclaration d'impôt en temps et en heure, c'est le mieux pour être tranquille. Mais toutefois, il reste toujours 2-3 jours de décalage après la date butoir pour laisser le temps aux différentes personnes de pouvoir faire les déclarations, sachant qu'en plus l'année dernière, il y a eu énormément de bugs sur la plateforme puisque il y a eu cette nouvelle rubrique Gérer mon bien qui oblige en fait à tous les investisseurs à dire quel est le locataire qui est dans le bien que tu as acheté, est-ce que le bien est loué, est-ce que le bien est vide, depuis quand tu loues à la personne, parce que ils veulent faire remonter les différentes taxes foncières qui avaient été oubliées et les taxes d'habitation si toutefois on y est éligible. Mais globalement voilà, c'est un vrai casse-tête et aujourd'hui les gens ne veulent plus se prendre la tête à ça et moi ça m'arrange parce que je vais aussi facturer une partie de mes clients sur ça. Ok, bah pas mal au niveau du travail. Je voulais voir plusieurs sujets avec toi. Attends, je sais pas si on va avoir le temps là aujourd'hui, mais on va quand même. On a encore un peu de temps là. On a encore un peu de temps. Putain, ça passe vite hein. On a encore un peu de temps. Ça passe vite hein. Oh là là. Tiens, 22h10. Ah ouais, c'est passé super vite, je sais pas, on a commencé à quelle heure? 22h10. Ouais, dis donc. C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Alors, je vais te proposer plusieurs sujets et tu vas me dire sur lequel tu veux débattre. Est-ce que ça te convient? Yes. Alors, l'art de l'investissement immobilier. Créer et développer une entreprise immobilière. Et mindset d'investisseur. Et le dernier, c'est l'impact de la technologie sur l'immobilier. Qu'est-ce que tu choisis? Bon, je pense que choisis celui que tu veux. Choisis celui que je veux.
je vais t'en prendre un compliqué, hein. Vas-y, on y va. Hein? On est là pour discuter, pour apprendre. Ok. Vas-y. On va prendre l'impact de la technologie de l'immobilier l'impact de la technologie sur l'immobilier. Ouais. Ça te va? Ouais, ça me va. Ok. Les innovations et le futur du marché. Est-ce que ça te convient? Ça me convient. Vas-y. Je vais te proposer une première question. Mhm. Alors, comment les nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle, les plateformes de transforment-elles, en gros, comment réalité virtuelle transforme le marché de l'immobilier actuellement? Bah, franchement, transformer encore, j'y crois pas trop. Ouais. Mais c'est un bon outil pour pouvoir aider le client à se projeter. Il faut savoir qu'il y a des promoteurs qui avaient commencé à le faire. D'ailleurs, je l'avais fait à l'époque, c'était marrant. Il y avait c'était à Châtenay-Malabry. Ils ont fait un grand écoquartier là-bas. Et en fait, il y avait l'un des promoteurs qui avait mis à disposition une grande salle, donc avec des lunettes que tu pouvais mettre et tu rentrais dans l'appartement. Et moi, franchement, pour vendre, franchement, quand j'ai mis les lunettes, j'étais dans l'appartement et que j'avais une télécommande pour me téléporter dans une chambre, dans la salle de bain, j'avais envie de signer. J'avais de signer. Maintenant, c'est vrai que il y avait pas mal de limites à ça et il faut voir un petit peu comment cet outil-là est en train de s'améliorer. Mais c'est vrai que le client, il a besoin de se projeter. Il a besoin de voir parce que c'est ça la difficulté quand tu vends du neuf. C'est-à-dire que voilà, mais c'est quoi les qu'est-ce que ça représente par exemple, je sais pas, 12 mètres carrés que je vais avoir, je sais pas trop au niveau de l'agencement. Et en fait, le fait de pouvoir matérialiser, on va dire toutes ces choses-là, ça peut être intéressant. J'avais même rencontré quelqu'un qui est en capacité de mettre des meubles à l'intérieur, créer une map en fait, comme dans les jeux vidéo, te créer une map. Tu dis voilà, je veux tel meuble dans telle chambre. Et voilà, il met telle map avec des meubles différents et il mettait les lunettes virtuelles et tu peux aller regarder un petit peu ton futur appartement. Donc je trouve que c'est un outil assez intéressant. Faudrait penser qu'on pense aussi nous à pouvoir le mettre en place parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut faciliter une vente. Bah, je vais te donner une mauvaise nouvelle. Ah, Il est déjà mis en place. pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Donc quand je dis une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. En fait, si tu veux, j'ai eu plusieurs clients qui me disaient comme si putain, on n'arrive pas à se projeter parce que comme t'as vu, moi je vends uniquement sur plan. Je vends pas des appartements, tu sais, que tu peux visiter, mais uniquement sur plan. J'avais ce problème-là, j'ai cette problématique. Je me dis putain, c'est comment je peux me sortir de ça, tu vois. Et en fait, c'est les images 3D, c'est la réalité virtuelle qui leur permet de se projeter. Et du coup, ça m'a permis de faire beaucoup plus de ventes avec cette réalité virtuelle que de rien proposer du tout. Et je pense que ça a un impact positif, en fait, si tu veux, ces réalités virtuelles, parce que derrière, le client permettra de se projeter le plus. Si l'État il tend vers la construction d'immobilier neuf avec le prêt à taux zéro, etc., c'est que derrière, faut s'adapter à ce marché et faire en sorte que les clients se projettent le plus possible. Et du coup je me suis dit quoi de mieux que de la réalité virtuelle, tu vois. Et donc du coup je me suis adapté avec des prestataires pour essayer déjà sur un appartement si ça peut fonctionner. Donc j'ai pris les plans, il a fait les plans 3D, il m'a fait toutes les images, tout le mobilier. Et derrière j'ai proposé ça au client. Le client il a pu signer directement en étant serein sur son achat. Tu vois. C'est quelque chose, c'est un outil qui est indispensable. Après, j'ai pas l'impression que ça se démocratise trop. Mais il faut le démocratiser. Mais on va peut-être le démocratiser. En fait, le problème, c'est que ça coûte de l'argent. En promoteur, ils aiment pas ça. Ouais, ça coûte cher. Ça coûte de l'argent. Donc, je le ferai pas sur tous les programmes, mais sur les programmes les plus intéressants, je pense que je le ferai, tu vois. Et je sais que voilà, si c'est des programmes qui se vendent bien, là, je vais bien rajouter ma pièce, c'est pour que le client se projette plus. D'ailleurs, ça me fait penser, il y avait un prestataire qui m'avait proposé ça. Faut que je le recontacte parce qu'il est en train de développer ça. Et en gros, ce qui est bien avec lui, c'est que je lui envoie juste le plan. Et il va me le matérialiser directement. Il te fait toute l'actualité. Voilà. C'est vrai que c'est. Là, c'était pas trop un débat. Hein. Là, c'était, on était d'accord. Là, faut essayer de trouver des choses qui peuvent être sujet à débat. Ok. Alors, on va prendre une autre question, d'accord, concernant ce sujet. Donc, je pense qu'en plus on l'a vu, mais quelle tendance technologique émergente devrait influer l'immobilier dans les prochaines années? Franchement,
moi, j'ai pas forcément quelque chose en tête. Parce que oui, avec J'ai dit que le sujet il était compliqué. Non, il était pas non. facile. Après, t'as l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en effet, qui permet d'influencer l'immobilier. Mais j'ai envie de dire que l'intelligence artificielle, ça influence beaucoup d'activités aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, un agent immobilier, pour sa communication, pour faire des annonces. Et moi, très franchement, la dernière fois, j'ai fait une annonce qui était 100% IA. J'ai juste dit à l'IA où est-ce que ça se situait et il m'a fait l'annonce et franchement j'ai eu un paquet d'appels derrière. Ouais. Donc très franchement, c'est vrai que l'intelligence artificielle, quand on sait l'utiliser, on va pouvoir forcément influencer dans l'activité immobilière, mais encore une fois, comme dans plein d'autres activités. Ouais, mais en fait, ça revient en fait j'avais une autre question, mais au final, t'as répondu en plus en même temps à cette question. J'allais dire comment les immobiliers et les investisseurs peuvent-ils tirer parti de l'intelligence artificielle? Et t'as répondu à la question parfaitement. L'intelligence artificielle, c'est énorme. Quelqu'un qui sait pas, par exemple, calculer une rentabilité. Ouais. Tu vas dans ChatGPT, tu lui dis, voilà, j'achète un bien à tel prix, voici mes charges, quelle est la rentabilité? Au bout de combien de temps je vais récupérer mon cash? Tu peux poser des questions comme ça à une intelligence artificielle. ChatGPT, c'est adapté à ça? Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. On peut faire ça maintenant sur ChatGPT. À partir du moment où tu as le bon prompt. Ouais. Par exemple, moi, je peux même demander à ChatGPT, quand je vais faire des calculs, lorsque je vais, par exemple, proposer un placement à un client, vs un investissement immobilier. Je vais demander à ChatGPT, dis-moi, quel est le montant d'intérêt que je vais payer entre la première et la 10e année si j'emprunte 400 000 euros à un taux de 4%, tu vois, sur 25 ans. Et il va pouvoir me répondre directement, sans que j'ai forcément généré un tableau d'amortissement. D'ailleurs, je peux même demander à ChatGPT de me générer le tableau d'amortissement et je peux même lui demander et même lui dire que mon taux d'assurance est de 0,10, 0,15, 0,20. C'est vrai que c'est fort, ça. Hein. C'est très très fort. Et du coup, ça me permet de venir avec le client et de lui donner des réponses précises au niveau des chiffres. C'est-à-dire que même si tu n'as pas un logiciel pour calculer les intérêts ou pour générer un tableau d'amortissement, tu peux tout faire sur ChatGPT. C'est pour ça que là, depuis peu, j'ai pris la version payante. On va dire qu'il est un petit peu plus puissante, sur laquelle on peut même générer des images. Elle te permet d'être plus performant, c'est ça? Beaucoup plus performant et en plus de pouvoir aussi générer des images en IA et de par toutes les activités que j'ai, ça a beaucoup m'aider. Bah, du coup, franchement, on avait vite le sujet. Franchement, t'as été parfait là-dessus. Je me suis dit, vas-y, je vais le piéger un petit peu là, je vais... La prochaine fois, c'est moi qui vais te piéger sur... Parce que sur les innovations futures, c'est pas facile, tu vois. Tu te dis, ah putain... On va avoir quoi comme innovation? Les innovations, c'est-à-dire faut que tu réfléchisses à toi, qu'est-ce qui peut améliorer l'immobilier, tu vois. Donc en vrai là Mais franchement, il y a encore plein de choses à faire en vrai. Hein. Il y a encore plein de choses à faire dans beaucoup d'activités, parce que ça reste quand même un domaine qui est très vieillot. Même quand je prends le domaine de la gestion de patrimoine, c'est vrai que j'ai vu émerger plusieurs startups aujourd'hui qui permettent, on va dire, d'agréger l'intégralité de notre patrimoine, c'est-à-dire que toutes les informations liées à notre patrimoine, c'est-à-dire nos revenus, notre cash, les propriétés immobilières. Ensuite, tu vas pouvoir y mettre tes enfants, ta femme, ça va te calculer des frais de succession. Ensuite, ça va te dire quoi acheter. Mais même là, aujourd'hui, je suis pas encore convaincu qu'on va se faire remplacer par la technologie. On aura toujours besoin de cette proximité avec un gestionnaire de patrimoine ou un agent immobilier qui va t'apporter ce conseil-là. Les gens, ils ont besoin aussi d'avoir ce contact humain. Bah, en fait, c'est ça. En fait, si tu veux, dans l'immobilier, c'est un projet d'une vie. Donc, tu peux pas le changer. T'es obligé d'avoir un contact humain. Tu peux pas l'acheter avec une IA. C'est impossible. Après, rien n'est impossible, tu vois. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas encore, les gens n'ont pas encore ce credo-là, tu vois. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, la découverte est très importante. Et une IA va pas faire ta découverte. Il va te poser des questions, mais toi, tu vas lui dire ce que tu veux, mais pas ce que tu as besoin, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que, non, l'IA va pas remplacer l'agent immobilier. Pas tout de suite. Pas encore. Pas encore. On sait pas ce qu'il va devenir, mais pas encore. Là, on a presque fini. Là, qu'on a à la fin, on est sur la fin. On va clôturer. Du coup, quel serait ton mot de la fin?
Au mot de la fin, j'ai envie de dire, donc avec Jonathan, donc on a mis en place ce podcast. Donc là, on est au 5e épisode. On est là pour longtemps. On est là pour longtemps et on compte sur vous vraiment pour nous booster, pour liker. Regarde la caméra, faut leur dire, faut regarder la caméra. On compte sur vous pour liker les vidéos, pour partager les vidéos. Parce que voilà, nous on prend le temps de partager un maximum de valeur, donc faut pas hésiter à partager nos vidéos. Et on a mis aussi tous nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux sociaux et aussi à rejoindre notre groupe Telegram sur lequel en fait on va partager un maximum de valeur en exclusivité. Donc pour toutes les personnes qui sont sur Telegram, il y a pas mal de surprises qui vont arriver, donc restez bien connectés. Ok, voilà. Top. Stay focus, comme on dit. Stay focus. Et bah vas-y, écoute, on a terminé et bah du coup on se dit à la prochaine expérience. À la prochaine, Jonathan. Vas-y. Bye bye. Tchuss.